et il souffle dans la corne de son odyssée, imitant les onomatopées des dialectes de ces balafres empruntés aux souvenirs écrans. À l'écrin, du sang bu en signe de souveraineté. La force d'un roi est tributaire de sa crinière. Il a su braver les souffrances de son argoche. Il a su dompter les coups de ses détracteurs. Et le voilà, posté avec dextérité sur le trône de fer. Le revoilà, de retour, pour distiller la saveur doucereuse résultante du souffle amer vécu le long d'une vie, humée depuis l'ergot du son des esclaves noirs. La vallée des ombres s'évertue à le recevoir. Longue vie au roi, que le trône vous soit léger. Merci Amanka, merci pour ce beau moment de poésie. Vous publiez Manoir heuristique. J'imagine bien que ce texte que vous venez de dire est extrait de ce livre. Oui, il est bien. Extrait de Alors on va dire que heuristique. c'est de la déclamation plutôt du slam ce que vous venez de faire. Je vais dire que c'est de la déclamation. Mais pas le slam. On peut dire que c'est du slam, mais Bon, moi alors, je préfère le terme. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur Manoir heuristique, le livre que vous venez de nous présenter aujourd'hui, donc où situer la frontière entre la déclamation et le slam? La déclamation, c'est, on va dire, rendre au monde ce qu'on a écrit. Alors que pour moi, le slam, c'est un peu plus... C'est rendre démocratique, en fait, rendre accessible. Alors que dans cet état d'esprit dans lequel je m'inscris, pour moi, c'est de la déclamation que je fais, en fait. Je préfère ce terme-là. Très bien, vous êtes jeune, très jeune d'ailleurs, né en 1999 à Ambato. C'est ça. Étudiant en psychologie. En psychologie. Et vous décidez de faire de la poésie. C'est ça. Comment un jeune comme vous, quand on sait ce qu'on dit aujourd'hui de la jeunesse, je ne vais pas répéter les mots qui circulent, mais comment est-ce qu'on décide de faire de la poésie? Qui vous a influencé ou cela est venu de vous-même? Au départ, c'est un déclic venu de moi-même. Parce que je me rappelle, après avoir obtenu mon bac, je réfléchissais en fait à faire quelque chose pour ne pas m'ennuyer. Parce que le temps qu'on soit orienté, ça allait être un peu long pour moi, donc il fallait que je réfléchisse à faire quelque chose pour ne pas m'ennuyer. Et j'ai ressenti le déclic de commencer à écrire. Au départ, ce n'était pas de la poésie que j'écrivais, je voulais juste écrire en fait, pour coucher sur papier ce que je ressentais, toutes les idées qui me parvenaient, qui me traversaient. Et puis l'idée de faire de la poésie est venue après. Donc écrire pour fuir l'ennui, écrire pour occuper le temps. Et cela donne votre premier recueil de poèmes, Manoir heuristique. On parlera du titre dans pas longtemps. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'adonnent à la poésie aujourd'hui. Je pense que vous êtes le 3e poète que nous recevons pour cette nouvelle saison d'Entre les lignes. Comment vous décririez, quel est votre avis sur l'univers poétique ivoirien? Pour moi, l'univers poétique ivoirien est très riche. Il est très riche, donc on doit savoir puiser dans nos cultures, dans nos terroirs profonds afin de pouvoir revaloriser en fait cet état d'esprit-là, on va dire. Très bien. Alors, il est très rare sur ce plateau que je demande aux auteurs d'expliquer le titre d'un livre, mais celui-là, ma foi, il peut intriguer. Ce n'est pas un titre dont on a l'habitude de voir sur les livres. Manoir heuristique. Pourquoi manoir heuristique? Et que signifie manoir heuristique? D'abord, dans mon entendement, je songe à faire des choses qui sont assez particulières, qui sortent du commun. Donc, quand je finis de récupérer, on va dire, les écrits, il faut que je trouve un thème. Donc, je réfléchis à quelque chose d'assez original et particulier en même temps. Donc, je tombe sur le mot heuristique, dont on a entendu parler, mais qu'on a vu particulièrement en psychologie. Donc je me dis, et je cherche aussi la signification littéraire. Donc je tombe sur cette définition-là, on me dit comme ça, l'art de penser. Donc je dis, waouh, pour moi c'est un art de penser en fait que je couche sur papier. Donc pour moi, je vais emprunter ce nom-là pour composer quelque chose d'assez original. Donc, heuristique, c'est l'art de penser. Donc, manoir heuristique, ça donnerait? Mon art de penser qui est noir. Pourquoi noir? Noir, ce n'est pas un noir raciste, comme mes amis m'ont déjà tagué sur le sujet. Ils disent que ce n'est pas un noir raciste parce que je suis noir. Donc,
je dis que mon art de penser est noir parce que je suis noir. Je suis africain en fait. Vous êtes un homme, vous êtes un Ivoirien, vous auriez pu dire mon Ivoirienne heuristique. Pourquoi la race noire? Pourquoi mettre l'accent sur l'appartenance à... Est-ce qu'il y a peut-être, je pense à des poètes comme Senghor, comme Césaire, est-ce qu'il y a une volonté de s'inscrire dans cette filiation avec des gens comme Senghor, comme ceux de la négritude? Je pense que m'inscrire dans une ivoirité serait réduire mon œuvre à un contexte territorial en fait, alors que j'écris pour m'ouvrir sur le monde, pour permettre à mon œuvre de pouvoir voyager, de pouvoir parcourir d'autres horizons. Donc en fait, l'identité noire de tous les noirs, sur la planète Terre, sauf les blancs alors? Non, bien sûr en fait. Ok, on laissera les lecteurs décider si on pourra dire également ma blanche heuristique. Voilà. Entrant dans le texte, c'est plusieurs poèmes. C'est ça. D'abord, on a l'impression d'avoir affaire à un long poème parce qu'il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Pourquoi le refus d'avoir voulu donner un titre à chacun des poèmes? C'est pas un refus, j'ai pas senti le besoin de mettre un titre à chaque poème parce que je voulais permettre à ceux qui me lisent de pouvoir donner eux-mêmes un titre à ce qu'ils lisent en fait. Au final, plusieurs sujets. Plusieurs sujets, effectivement. Quel est le lien commun entre ces sujets? C'est difficile de le percevoir parce que vous parlez d'amour parfois, vous parlez de désir pour une femme, on va le dire, vous parlez d'immigration. Quel serait le lien alors entre tous ces poèmes? Est-ce que c'est quelque chose que le lecteur doit construire ou il y a un lien qui est là qu'on peut percevoir déjà? Justement, je le disais tantôt, il y a une part de construction que le lecteur doit faire. Et cela s'inscrit dans cette part de construction également. De pouvoir faire un lien entre les poèmes et de donner son avis. Donc vous donnez toute la latitude au lecteur, comme un puzzle, de reconstruire les poèmes. Lisons un extrait déjà, le premier poème. La décoction mielleuse qui fait gémir, qui plonge dans un délire, dont les rafales de douceur s'arrachent et se laissent dépétaliser. Une posture qu'on ne découvre qu'avec 2 mains au franc, 3 doigts pour 4 tours d'extase, 5 fois plus vorace. On est dans de la poésie érotique. Oui, on est dans la poésie érotique. Pourquoi faire ce choix si jeune? Ce n'est pas de la poésie érotique qu'on a l'habitude de voir en fait, parce que là je décris un plaisir, juste un plaisir. Et comme je le disais, au lecteur de décrypter de quel plaisir il s'agit. Vu que manger, c'est un plaisir. Et quand on sort de ce cadre, on a d'autres plaisirs en fait. Donc au lecteur de deviner de quel plaisir il s'agit. J'ai bien envie qu'on mette, au lieu d'Amanka, qu'on mette le lecteur. Parce que vous donnez tellement de liberté au lecteur qu'on a l'impression que vous vous cachez derrière le lecteur pour éviter d'assumer ce que vous écrivez. Non, pas du tout. Pas que je me cache derrière le lecteur, mais je donne cette part au lecteur là, de pouvoir donner en fait son avis. Beaucoup de liberté avec le lecteur. Donc, on a vraiment beaucoup d'échanges avec le lecteur. D'échanges, effectivement. Beaucoup d'empathie pour le lecteur, vous allez dire. Oui. Si on lit le dernier poème, et je peux en lire plusieurs comme ça, à part ce poème érotique qui est une ode à la beauté d'une femme, dont peut-être vous nous parlerez, on ne sait jamais, le recueil se ferme par le mot deuil. Deuil. C'est un récit qui est plutôt sombre. Effectivement. On s'interroge, pourquoi tant de noirceur dans ce recueil de poèmes? Est-ce parce que la poésie, c'est le canal de l'expression de la douleur ou parce qu'il y a quelque chose de sombre en vous que vous voulez exorciser? C'est pas que la poésie est douleur en quelque sorte, mais c'est moi en fait. Parce que généralement, on dit de moi que je suis fermé et tout, mais c'est pas ma faute, c'est dans l'univers dans lequel j'ai grandi, qui est cet univers on va dire fermé et qui jaillit dans tout ce que je fais. Je lis un extrait encore. Point noir de toute cruauté humaine, partir loin du venin qui embaume nos souffrances déjà hémiplégiques, entassés dans ce bateau en papier, ils ont levé les mains comme s'ils voulaient rebrousser chemin. Hélas, les requins sont à l'affût, feignant de les entendre pour dévorer la sève de leurs hésitations. Ils avaient un biais aller, celui du retour. Sera une odyssée noctuelle en deuil. La mort, la tristesse, le désespoir. Je reviens sur la même question. Qu'est-ce que vous voulez exorciser avec vos poèmes? Quel est l'événement difficile que vous avez vécu qui vous a amené à écrire ce poème? Ce poème, par exemple, il parle de l'immigration clandestine. Et donc l'immigration clandestine qui est bien évidemment un fléau qui dévaste les pays de l'Afrique. Donc il faut qu'on en parle. Et en tant qu'écrivain, c'était pour moi ma part de m'exprimer sur ce sujet assez sombre qui touche notre jeunesse. Et il était impossible de le faire en ajoutant une note d'espoir?
On a l'impression que les poètes, il y a une certaine fascination pour le malheur. Que les poètes sont à peu près, je vais dire un mot, masochistes. D'où vient le fait que la poésie est forcément liée à l'expression de la douleur? Non, la poésie n'est pas forcément liée à l'expression de la douleur, mais ça dépend de l'angle sur lequel on aborde les choses. Donc c'est cet angle-là que moi j'ai choisi pour ce premier recueil. Donc bien évidemment pour les autres, il y aura d'autres pistes à exploiter. Beaucoup plus d'espoir cette fois-ci. Beaucoup plus d'espoir. On vous le souhaite de l'espoir pour ce beau recueil qu'on a pris plaisir à lire. Et vous avez été pour ce recueil le premier prix ou le lauréat du concours organisé par le Festival ivoirien de la création poétique chez les jeunes. C'est bien cela. Comment on se sent alors qu'on publie un premier livre, qu'on obtient un prix immédiatement? D'abord, on se sent heureux parce que c'est le couronnement de mois de labeur. Et après, c'est difficile parce qu'il va falloir penser à sortir un recueil et puis penser ensuite à une carrière si possible. Donc après, c'est beaucoup de pression. Donc vous avez déjà la pression pour le prochain livre? Beaucoup. Est-ce qu'il est déjà prêt? Presque, mais je pense que non. Encore de la poésie? Oui, encore de la poésie. Je pensais qu'il était prêt, mais après, je fais un comeback en arrière et je vois qu'il n'est pas encore prêt en fait. Donc il me faut encore du temps. À quel moment un poète sait qu'un poème est terminé? Quand il y a cette satisfaction de lire et de ressentir en fait de la joie. Par exemple, je peux commencer à écrire un texte, mais je sens qu'il n'est pas terminé en fait. Mais je n'ai pas l'inspiration pour le terminer. Donc, je ne vais pas forcer, je prends le temps qu'il faut. Mais quand il est terminé, il y a cette satisfaction personnelle en fait. Ce soulagement intérieur qui vient corroborer un livre ou bien un texte, quand on parle de slammer généralement. Donc, il y a cette satisfaction personnelle-là qui nous dit, tiens, le livre, il est terminé pour toi. Et au lecteur maintenant de continuer l'aventure. Très bien. On a reçu, je l'ai dit à l'instant, vous êtes le 3e poète que l'on reçoit sur ce plateau. Toujours très habité les poètes, un peu très liés à la douleur, à l'expression du mal, parfois sur le pays. On le voit chez vous, c'est l'amour, la souffrance, le deuil, la douleur. Alors, il y a quelqu'un qui est là et qui a lu votre livre et qui aimerait échanger avec vous à ce sujet. L'instant lecteur. Chers lecteurs, s'il vous vient l'envie de nous rejoindre sur le plateau d'Entre les lignes pour poser des questions ou faire des remarques à un auteur dont vous avez lu le livre, n'hésitez pas. D'ailleurs, Crépin Conan vous a rejoint sur le plateau. Bonjour Crépin Conan. Bonjour Serge. Bienvenue. Vous êtes étudiant en communication. Oui. Grand fan de lecture. Exactement. Quel est le genre que vous préférez? Je lis un peu de tout, mais j'adore les nouvelles. Vous adorez les nouvelles? Oui. Est-ce que vous avez un auteur en particulier que vous lisez tout le temps? Oui, celui que je lis tout le temps, c'est Isaïe Biton Coulibaly, Père à son âme. Isaïe Biton Coulibaly qui nous a quittés il y a peu, à qui nous rendrons hommage certainement Entre les lignes. Alors, vous avez lu Manoir heuristique d'Amanka. Oui. Un recueil de poèmes que vous avez certainement aimé. J'ai lu Manoir heuristique d'Amanka, mais je n'ai pas aimé. Vous n'avez pas aimé? Pas du tout. Alors ça va être la première fois que nous recevons un lecteur qui n'a pas aimé le livre de l'auteur invité. Donc il est tout à vous, première question. D'accord. Et je n'ai pas aimé Manoir heuristique d'Amanka, tout simplement parce que je l'ai trouvé très hermétique, il était fermé, c'était difficile à décoder. Ce choix-là, je l'assume parce que je le tiens d'un de mes dévanciers que j'aime beaucoup, Joseph Amouma. Donc j'ai apprécié l'œuvre, Les litres incendiaires, à travers ses tournures, la manière dont il abordait chaque terme en fait, qui amenait à réfléchir. Pour moi, si on doit comprendre une œuvre tout de suite, quel est l'apport qu'on a en fait? Il doit avoir une clé, il doit avoir des énigmes à décoder. Et pour moi, c'est un peu ça en fait, raison pour laquelle j'assume ce choix-là. Donc pour vous, en fait, lire, c'est faire un effort, c'est travailler au même titre que l'auteur. Effectivement. Parce que lire permet de développer nos aptitudes intellectuelles, notre mémoire, etc. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire et aussi, je dirais, quelque chose qu'il faut apprendre à cultiver et donc à décoder en fait. Pour moi, c'est ça. Lire, c'est savoir décoder. Lire, c'est savoir décoder. Il a dit, deuxième question. La deuxième question, toujours en parcourant l'ouvrage, j'ai découvert qu'il y a un mot qui m'a quand même un peu surpris et c'est l'art-amour. J'aimerais savoir ce que c'est. Alors tout simplement, l'amour, c'est la contraction de art et d'amour. Pour dire que l'art, c'est amour. Faire de l'art, c'est donner de l'amour tout simplement. Donc en quelque sorte, faire l'amour avec l'art.
En quelque sorte. Très bien. Merci Crépin-Conan. Merci Serge. On espère que vous relirez ce texte ou peut-être que vous relirez un autre texte d'Amanka que vous aimerez. Bien sûr. On espère vous revoir sur le plateau d'Antélie pour un autre livre que vous aimerez peut-être ou détesterez. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, Crépin-Conan, vous restez avec nous. Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas sur le plateau mais qui a une question à vous poser avec son téléphone. La question selfie. Je suis Angesta Zéhi. Après avoir lu le manoir heuristique de l'écrivain Vianney Amanka, je constate que l'écrivain parle beaucoup de la guerre. J'aimerais savoir pourquoi. Merci. J'ai écrit sur la guerre parce que j'ai particulièrement été touché par celle de 2002. Je me rappelle encore quand j'étais petit, il fallait se cacher sous le drap, dans les armoires pour éviter les balles et tout. C'était vraiment pénible. Donc j'ai décidé de marquer ce moment-là dans mon œuvre. Donc on revient toujours à l'idée que la poésie, pour vous et pour plusieurs poètes, dont ceux qu'on a reçus ici, est un moyen de guérir, de se guérir, d'exorciser son propre mal. C'est ça. La poésie, c'est une cure en fait. C'est un moyen de guérison. Comment cela se passe concrètement dans l'acte d'écriture? Est-ce qu'on guérit pendant l'écriture? Est-ce qu'on guérit pendant qu'on pense le projet d'écriture? Est-ce qu'on guérit après avoir écrit? Je me dis que c'est un processus. D'abord, le fait même de penser déjà l'idée, c'est le premier pan de ce processus-là. Et le fait de l'écrire, c'est le deuxième pan. Et après, quand on finit d'écrire, on est complètement soulagé. Donc, le troisième pan de ce processus. Vous le dites à la page 31, écrire de la poésie, c'est penser avec E pour penser avec A, donc soigner les mots d'une société. Et parce que les mots d'une société ont besoin d'être pensés, je dois m'exprimer. Vous croyez fermement, je crois entendre Nerlou qu'on a reçu il y a très peu, vous croyez fermement que la poésie peut penser avec A, la société? Je crois. Que la poésie peut éviter les guerres? Oui. Est-ce qu'on n'est pas dans un rêve de poète? Non, pas du tout. On n'est pas dans un rêve, on est dans la réalité en fait. Concrètement, quel type de poème a résolu une crise en Afrique par exemple? J'imagine que les lecteurs se posent la même question que moi. Mais il y a eu des écrits quand même qui ont été inscrits dans l'ordre de la résolution de problèmes qui ont réglé pas mal de conflits. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Lesquels par exemple? Je veux dire, les lecteurs et nous aimerions bien savoir quels sont les textes qui ont permis de guérir une société par exemple. Il y a eu les écrits de la négritude qui ont permis aux Noirs de se revaloriser et de prendre encore plus de confiance en fait. Donc ces écrits-là s'inscrivent dans cet ordre-là. Et vous pensez vraiment qu'avec Manoir heuristique, les Ivoiriens vont se revaloriser? Je crois fermement. Vont sortir des crises? Je crois. On espère que ce sera l'avis également des lecteurs. Manoir heuristique, recueil de poèmes d'Amanka, jeune poète qui a été prix du Festival ivoirien de la création poétique chez les jeunes en 2020. C'est ça. Très bien. Amanka, quels sont vos auteurs préférés? Un auteur de prédilection? Joseph Amouma. Et qui a écrit Les litres incendiaires. Très bien. Alors ici, entre les lignes, on rend hommage chaque fois à un écrivain. Aujourd'hui, place aux grandes plumes. Quel lecteur pourrait affirmer n'avoir jamais lu le fameux cahier d'un retour au pays natal ou même entendu parler de ce long poème qui figure parmi les plus grands classiques de la littérature mondiale? Avec ce poème écrit en un souffle pour décrire avec une clarté entre inouïe des dégâts causés par la colonisation, Aimé Césaire s'installe pour de bon dans le panthéon des écrivains qui ont laissé une empreinte indélébile sur de nombreuses générations d'auteurs et de lecteurs. On doit à cet auteur martiniquais de génie l'invention et la définition du mot négritude en 1935. Né en 1913 à Basse-Pointe, en Martinique, Aimé Césaire décédera le 17 avril 2008 à Fort-de-France. Sur la terre qu'il a tant chérie, poète, dramaturge, essayiste et homme politique, il a voué sa vie et son œuvre à la défense et à la valorisation des populations opprimées. Celui qu'on surnomme le nègre fondamental continue d'inspirer de nombreux auteurs de divers horizons.
Aimé Césaire, poète martiniquais, dramaturge martiniquais, grand défenseur de la négritude qu'on ne présente plus. Amanka, j'imagine que Césaire, d'une certaine manière, on parlait à l'instant de ces poètes qui ont valorisé la race noire, vous a influencé d'une certaine façon? Oui. Comment? Parce qu'on les a étudiés au lycée. Et puis après aussi, pour ma culture personnelle, j'ai cherché à continuer en fait cette recherche-là, cette quête de perfectionnement à travers les écrits des devanciers. Comment ils écrivent, pourquoi ils écrivent, quelles sont leurs sources d'inspiration. Donc c'est tout ce lot-là qui m'a inspiré en fait à continuer. C'est intéressant, c'est plutôt rare de voir un jeune qui a lu Cahiers d'un retour au pays natal par exemple. Les armes miraculeuses. Alors je suggère à tous les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices de lire Césaire. C'est une rencontre avec la poésie, la lutte pour être soi, l'autodétermination également. Amanka, vous êtes étudiant en psychologie. Effectivement. Oui. Comment vous arrivez à allier votre pratique de l'écriture avec vos études? J'arrive à m'organiser en fait, de sorte à faire la part des choses d'abord, à consacrer, disons, mon temps à la psychologie, aux cours, à rentrer. Et puis après, lorsque j'ai un bout de temps, ou bien ça dépend de l'inspiration, à me consacrer aussi à l'écriture. Donc vous avez un emploi du temps pour écrire? Vous programmez vos séances d'écriture? Non, généralement pas. Généralement, je ne programme pas. Non, mais comment ça fonctionne? Alors, imaginez que vous êtes en train d'apprendre une leçon de psychologie et que la muse poétique vous saisit. Vous arrêtez de réviser? Oui, je mets de côté et puis j'écris. Et puis après, je reprends. J'espère bien que cette muse ne vous saisira jamais pendant un devoir, en tout cas. Alors, Amanka, vous êtes jeune, étudiant en psychologie, vous êtes poète, vous avez publié un livre. Comment vous perçoivent vos amis? Généralement comme un modèle. Comme un modèle, pas comme quelqu'un d'étrange? Quelqu'un de votre âge qui fait déjà de la poésie, qui publie de la poésie? Non, pas étrange. Étrange pour certaines personnes. Mais pour mes amis, un modèle, on voit en moi quelqu'un d'inspirant, donc ils veulent faire comme moi en fait. Un modèle, quelqu'un d'inspirant, parfois bizarre pour certaines personnes, comme on regarde parfois les poètes. Et j'imagine qu'il y a un projet d'écriture, de la poésie, du roman, du théâtre. Pour moi, j'ai décidé de m'inscrire uniquement dans la poésie. Maintenant, après, s'il y a, par la force de l'inspiration, à tanguer un roman, pour moi, ça sera le bienvenu. Mais pour l'instant, je veux faire que de la poésie. Très bien, merci Amanka. Nous vous souhaitons beaucoup de chance pour la suite de votre carrière, votre jeune carrière. On espère qu'elle sera très longue, aussi longue que celle de Césaire, de Dadier et de Koroma. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On espère vous revoir bientôt avec le prochain livre, peut-être un roman, vous l'avez dit, peut-être un recueil de poèmes aussi. Chers lecteurs, il y a de la poésie, il y a du roman, il y a du théâtre, il n'y a aucune excuse. Il faut lire, il faut se diriger vers la bibliothèque, dans les librairies, pour être en contact avec les personnages, avec les sentiments, de l'émotion. Je vous dis au revoir, mais je ne vous laisse pas seul, comme d'habitude chez nous, parce que lire des livres, écoutez également du slam. À très bientôt. Tantôt, fier ouvrier des champs, je suis bercé par la cigale et son chant. Je résiste à la mort en frappant une herbe ou en essuyant la sueur de mon visage imberbe. Ensuite, je charge sur mes 12 ans 50 kg de cacao comme un grand. Et mon teint se froisse sous ce froid soleil. Mon âge est trop peu pour poursuivre l'oseille. Mon visage trop triste pour ne pas me plaindre. Ma vie est bien trop noire pour ne pas craindre. Tantôt, je porte un casque à la tête. Je creuse la terre comme une bête. J'aspire la poussière en remuant mon corps. Je suis minier, je suis chercheur d'or. Mais je sais qu'un jour mes cris iront chatouiller les oreilles de Dieu. Lui qui dort sans fermer les yeux, il versera une larme pour abreuver tous les Mohamed du monde entier. Et je tiens le flambeau qui brûle la torpeur, qui tord ma peur d'oser. Le ciel remuera, les étoiles tomberont, la mer s'agitera,
les poissons chanteront, les montagnes trembleront, le volcan balbutiera. Et les hommes comprendront enfin un jour que je suis un enfant. Mohamed Sirassi. You're only that's from the willing.